Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Bonjour et merci d'écouter Radio Prague International. La Tchéquie traverse l'une des plus graves crises démographiques de son histoire. Nous vous en dirons plus dans ce programme d'actualité. On va vous présenter aussi un nouveau livre qui ressuscite le ghetto juif de Prague. Mais tout de suite, le Flash Info par Anna Kubishta. Les informations. Le tribunal régional de Pardubice a ordonné la détention provisoire d'un nouvel accusé dans l'affaire de l'incendie criminel d'un site industriel lié à l'armement. La Cour invoque des risques de fuite, de pression sur les témoins et de récidive, tandis que le suspect nie les faits. Au total, 5 personnes sont désormais en détention alors que plusieurs suspects ont été arrêtés dans différents pays. Un 6e suspect, une ressortissante américaine arrêtée en Slovaquie, reste détenue sur place dans l'attente de son extradition vers la Tchéquie. La police a également interpellé 2 suspects en Pologne. Vendredi, une autre personne a été arrêtée en Bulgarie. Les autorités tchèques devraient également demander son extradition. Au total, ce sont 9 personnes qui sont désormais soupçonnées d'être impliquées dans l'incendie criminel de Pardubice, dont au moins 2 sont de nationalité tchèque. L'enquête va actuellement dans le sens d'un réseau organisé pourrait entraîner de lourdes peines pour les personnes poursuivies. Les motivations restent toutefois floues malgré une revendication et les autorités poursuivent leurs investigations. L'inflation est repartie à la hausse en mars, atteignant 1,9% sur un an selon une estimation préliminaire de l'Office tchèque des statistiques après 1,4% en février. Sur un mois, les prix ont augmenté de 0,6%. Cette remontée était attendue par les analystes. Après plusieurs mois de ralentissement marqué en début d'année, la principale cause est la hausse des prix de l'énergie, notamment des carburants, liée à celle des prix du pétrole sur fond de tensions géopolitiques au Moyen-Orient. En mars, les prix de l'énergie ont même progressé de plus de 5% sur un mois. Les services continuent par ailleurs de tirer l'inflation vers le haut, tandis que les prix des biens restent quasi stables et que les produits alimentaires reculent légèrement sur un an. Plus de 1300 cas de maladie de Lyme ont été recensés en Tchéquie au premier trimestre, soit plus de 3 fois plus qu'un an plus tôt. Cette hausse s'explique en grande partie par un nouveau système de déclaration automatique des médecins qui reflète mieux la réalité que ne le faisait l'ancien dispositif, souvent incomplet. Selon les autorités sanitaires, il s'agit donc moins d'une explosion des infections que d'une amélioration du signalement, notamment pour les cas légers diagnostiqués sans confirmation en laboratoire. Le système actuel enregistre automatiquement chaque diagnostic, rendant les données plus fiables. Les experts observent néanmoins une tendance à la hausse des maladies transmises par les tiques ces dernières années. Le réchauffement climatique y contribue en prolongeant l'activité des tiques et en élargissant leur présence géographique, ce qui place la Tchéquie parmi les pays les plus touchés en Europe. Les nouvelles cabines du funiculaire de Petřín à Prague sont désormais arrivées en Tchéquie et seront installées dans le cadre de la modernisation complète de la ligne. Leur livraison marque une étape clé d'un chantier lancé après l'arrêt du service en 2024, causé notamment par des dommages sur la voie liés à des intempéries automnales. Après leur installation, des essais techniques sans passagers puis avec passagers doivent avoir lieu. Si tout se déroule comme prévu, le public pourrait monter à bord dès la fin de l'été dans le cadre d'une mise en service progressive. Fabriquées en Suisse par la société Holten, les nouvelles cabines offriront plus d'espace et de confort avec des équipements modernes et une meilleure vue panoramique. Elles s'inscrivent dans une rénovation globale du célèbre funiculaire de Prague, dont la réouverture complète est attendue en 2026. Et puis, des températures exceptionnellement élevées, proches de 25 degrés, ont été enregistrées en Tchéquie lundi, battant des records journaliers dans 9 stations météorologiques. Le maximum a été relevé à Diakovice. La plupart des records ont été observés en Moravie du Sud, mais aussi dans la région de Vysočina et dans le nord du pays. Certains anciens records remontant jusqu'à 1959 ont été nettement dépassés. Et transition toute trouvée pour vous parler du temps. Mercredi, jour de fête des Emma, soleil et température moyenne maximale autour de 12 degrés. Radio Prague International, le programme francophone.
Depuis 240 ans, jamais aussi peu d'enfants ne sont nés en République tchèque qu'en 2025, avec désormais moins de 80 000 nouveau-nés, un chiffre très insuffisant pour permettre le remplacement des générations. Le pays, comme d'autres en Europe, traverse l'une des plus graves crises démographiques de son histoire. Les détails avec Guillaume Narguet. Quelques 77 600 enfants sont nés en République tchèque en 2025, soit le total le plus faible depuis le début des statistiques démographiques modernes dans le pays. Des statistiques qui remontent à 1785, soit donc 240 ans. 77 600, c'est aussi 6 700 enfants de moins qu'en 2024, une baisse en glissement annuel de l'ordre de 8%, ou encore près de 37 000 naissances de moins en l'espace de 8 ans. Plus globalement, selon donc les données publiées la semaine dernière par l'Office tchèque des statistiques, le taux de natalité est resté en baisse pour la 4e année consécutive et cette évolution, toujours un peu plus marquante, se répercute de plus en plus fortement sur l'évolution démographique d'ensemble du pays. Les Tchèques ne font donc plus d'enfants ou 30% de moins, autre chiffre qu'il y a encore 4 ans et dans tous les cas très insuffisamment pour assurer le renouvellement des générations puisque l'indice de fécondité par femme, dont l'âge moyen pour celles qui ont accouché s'élevait à un peu plus de 30 ans, a été de l'ordre de 1,28. Une chose est acquise, cette baisse de la natalité ne constitue assurément plus un phénomène passager, mais une tendance aux implications sociales, économiques et sanitaires majeures. Il apparaît de plus en plus souvent qu'un nombre croissant de Tchèques ne renonce pas à fonder une famille, mais reporte le projet, d'abord parce qu'ils ne trouvent pas de partenaire au moment voulu ou souhaitable, mais aussi pour 3 autres raisons principales, selon Jan Vanier, sociologue de l'Université de Bohême de l'Ouest à Plzeň. L'instabilité économique, la précarité du logement sont les arguments qui sont les plus souvent avancés, mais il faut aussi tenir compte de la transformation structurelle du système de valeurs. Autrement dit, avoir des enfants et devenir parent n'est aujourd'hui plus considéré comme une évidence dans la société tchèque. Autre élément notable qui explique ce nombre historiquement faible de nouveau-nés, la majorité des femmes actuellement en âge de procréer en République tchèque sont nées dans les années 1990, décennie qui, après la chute du régime communiste dans l'ancienne Tchécoslovaquie, a elle aussi été marquée par une faible natalité. Du coup, le nombre de parents potentiels est lui aussi moins important que pour les générations précédentes, nées, elles, dans les années 1970 et 80. Toutefois, à en croire Jiřina Kocorková, professeure du département de démographie et de géodémographie de la faculté des sciences de la vie de l'Université Charles, interrogée par la télévision tchèque, le contexte général dans le pays ne contribue pas à inverser la tendance. Jiřina Kocorková. Créer les conditions d'un climat favorable à la famille concerne l'ensemble de la société. L'État ne peut pas être tenu pour seul responsable. Les employeurs et en fait toute la société ont eux aussi leur rôle à jouer. Le plus important est de faire en sorte que la maternité ne constitue plus un obstacle à la carrière professionnelle et parallèlement que l'on cesse de porter un regard négatif sur les femmes qui ont de jeunes enfants et qui travaillent. C'est sans doute dans ce domaine que nous avons encore le plus de progrès à faire. Il existe par ailleurs toute une série d'outils qui ne sont pas encore suffisamment mis à profit. Je pense là par exemple au télétravail, qui contribue également à un meilleur équilibre car il offre une certaine marge de manœuvre pour mieux organiser la vie familiale en tenant compte de toutes les contraintes que celle-ci suppose. Mais c'est avant tout une question d'approche flexible de la part des employeurs. Enfin, il faudrait que les pères s'impliquent davantage encore, afin que la charge que représentent les enfants ne repose pas uniquement sur les épaules des femmes. Enfin, autre donnée à retenir parmi tous les chiffres, près d'un dixième des enfants nés en 2025 en République tchèque sont d'origine étrangère.
Une part qui augmente progressivement puisqu'il y a 10 ans encore, elle était inférieure à 4%. L'année dernière, ainsi, plus de 7000 enfants de nationalité autre que tchèque sont nés en République tchèque et parmi tous les petits garçons et petites filles ayant vu le jour dans une maternité du pays, un peu plus de 13 000 avaient au moins un parent étranger. Malgré cette baisse de la natalité, la population de la République tchèque a continué d'augmenter, comme cela a toujours été le cas depuis 2014, et ce, concrètement, d'environ 6 300 personnes, pour atteindre à la fin de l'année un total de près de 10 916 000 habitants. Cette croissance est toutefois uniquement due à l'immigration, une immigration qui a permis de compenser un solde naturel négatif qui, lui, a été le plus important depuis 1919. Place maintenant à la littérature. Dans son livre intitulé « Dans le paysage du ghetto juif », l'écrivain Dan Hruby nous présente l'histoire du quartier juif de Prague. Les détails avec Václav Richter. Rencontre littéraire. Six synagogues, l'hôtel de ville juif et le vieux cimetière, c'est tout ce qui reste du ghetto juif pragois. Et pourtant, au milieu du 19e siècle encore, ce quartier comptait plus de 10 000 habitants. En apparence, il ne reste donc que quelques vestiges de cette ville juive, presque complètement rasée au tournant des 19e et 20e siècles. Le livre intitulé Krajino židovského getta, dans le paysage du ghetto juif, publié par l'écrivain Dan Hruby, démontre cependant que rien n'est tout à fait perdu et qu'une recherche assidue peut faire ressurgir du passé cette ville engloutie par le temps. Quand on se promène aujourd'hui dans les rues de l'ancien quartier juif de Prague, on voit surtout des immeubles de rapport dans des styles éclectiques, Art Nouveau et Sécession, qui ont remplacé au début du XXe siècle les quelques 600 maisons rasées du ghetto. À l'époque, ce changement s'apparentait à une invasion de la modernité dans un quartier insalubre dont la population pauvre a été chassée dans la banlieue. Cette initiative qui visait à transformer cette partie de la ville selon le modèle haussmannien a cependant suscité le rejet et des protestations d'une partie des élites intellectuelles et des amateurs de l'histoire, mais les démolisseurs ont quand même réussi à imposer leur vision d'une Prague moderne. Des maisons branlantes et des taudis ont cédé la place à des édifices pour des locataires aisés. La misère a été remplacée par le luxe. Dan Hruby démontre cependant dans son livre que sous ce quartier assaini sommeille encore le vieux ghetto pragois avec son histoire millénaire, ses innombrables destins humains et ses légendes. Oblast židovského getta, 5. čtvrti nebo Josefova do Staré Prahy patří. Le ghetto juif, le 5e quartier ou le quartier de Josefov fait partie intégrante du vieux Prague. Je dirais même que c'est une de ses parties les plus importantes. J'ai toujours été intrigué par les destins des familles et des individus qui avaient commencé à Prague et qui s'étaient poursuivis et développés dans des pays lointains, non seulement en Israël, mais aussi par exemple aux États-Unis. Nejen v Izraeli, ale třeba i ve Spojených státech. Dans son livre, Dan Hruby évoque donc d'innombrables personnes liées au quartier juif. C'est toute une chronique de vie, d'aspiration, de faits et de méfaits des habitants du ghetto, de leurs soucis, de leur humour et de leur destin parfois tragique, de leur générosité et de leur mesquinerie. Et parmi eux, Dan Hruby a aussi choisi un certain nombre de personnalités dont l'importance a dépassé de loin les limites de ce petit monde isolé.
J'ai toujours été fasciné par la façon dont les vies de certaines personnalités ayant commencé ici avaient continué dans une région très éloignée, sur le territoire de la Palestine faisant aujourd'hui partie d'Israël, comment ces personnalités avaient contribué à former l'État d'Israël moderne, comment elles avaient adhéré au mouvement sioniste. Parmi ces personnalités devenues célèbres par la suite, il y a non seulement Franz Kafka et son ami Max Brod, mais aussi d'autres habitants qui se sont imposés dans la littérature, les arts et les sciences. Les comédiens Oldřich Nový, Miloš Kopecký, Jiří Suchý et Eliška Balcerová, le cinéaste Miloš Forman et la comédienne Věra Křesadlová, sa première femme, le scénariste Jiří Brdečka, les peintres Rudolf Kremlička, František Tichý et Václav Boštík ont tous habité dans les murs de ce quartier bâti sur les décombres du ghetto juif. Et il ne faut pas oublier les hommes de science, dont Jaroslav Hejrovský, prix Nobel de chimie, et aussi Hugo Bergman, homme auquel Dan Hruby réserve dans son livre un chapitre entier. Hugo Bergman, originaire de la place de la vieille ville de Prague, est devenu premier recteur de l'université hébraïque de Jérusalem. Pendant les premières années de sa vie, il a vécu dans la proximité immédiate de la place de la vieille ville. Il fréquentait le lycée du Palais Kinski avec son condisciple Franz Kafka. Il a été le premier parmi ses proches et amis à avoir compris la force de l'idée sioniste. Il s'est rallié à cette idée et est devenu un sioniste fervent. Il cherchait à convaincre de ses idées, aussi des amis, dont Franz Kafka. Après la Première Guerre mondiale, il s'est établi avec sa femme à Jérusalem, où il est devenu premier directeur de la Bibliothèque nationale d'Israël, dans des conditions extrêmement modestes. Nám se například podařilo sehnat fotku, která ukazuje, jak první knihy do knihovny. Nous avons par exemple réussi à trouver une photo représentant Bergman et les premiers bibliothécaires qui utilisent des ânes pour transporter des livres. Plus tard, Hugo Bergman est devenu, sur la recommandation d'Albert Einstein, qu'il avait connu lors de son séjour à Prague, premier recteur de l'université hébraïque de Jérusalem. Prvním rektorem Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Le livre de Dan Hruby est cependant avant tout une source abondante de témoignages et documents sur le vieux ghetto et la vie de ses habitants qui ressurgissent de l'oubli grâce aussi à d'innombrables photos retrouvées dans les archives par la graphiste Helena Zahradecká. L'auteur amène le lecteur dans le dédale des ruelles sombres et humides, dans des tavernes obscures et bruyantes, dans la vie intérieure du ghetto où la misère engendrait le crime et la prostitution. Il évoque les épreuves qui se sont abattues sur le ghetto au cours de son histoire, les pogroms et les épidémies, et il ne peut pas omettre l'Holocauste, qui a été sans doute une des épreuves les plus terribles. Dans ce contexte, il nous amène également à l'école juive, qui était fréquentée par les enfants juifs encore au cours de la Deuxième Guerre mondiale, avant leur voyage sans retour vers les camps d'extermination. Un chapitre spécial est consacré par Dan Hruby à l'étoile de David, ce symbole de l'identité judaïque et du judaïsme. L'étoile de David, étoile à 6 branches, hexagramme qui revêt l'importance d'un symbole universel de l'unité juive, est né à Prague. C'étaient les juifs pragois qui ont fait figurer cette étoile sur leur étendard, sur leur drapeau. Par la suite, le symbole s'est diffusé en Europe, tout d'abord à Vienne, et finalement, l'étoile de David a été choisie et adoptée par le mouvement sioniste qui cherchait un symbole unificateur. Aujourd'hui encore, le ghetto de Prague reste un endroit quasi magique, un lieu qui suscite l'imagination et invite à la réflexion. Parmi ceux qui ont subi le charme envoûtant de ces vieux murs, il y avait vers la fin du XIXe siècle l'écrivain pragois de langue allemande Gustav Meyrink. Il a situé à Prague, à l'époque de l'assainissement du ghetto, son roman Le Golem, inspiré d'une vieille légende selon laquelle au XVIe siècle, le rabbin Löw, grand kabbaliste connu aussi comme le Maharal de Prague, a créé un être artificiel auquel il a insufflé la vie et qu'il a doté d'une force magique pour protéger la communauté juive contre les persécutions. Selon la légende, cet humanoïde d'argile,
qui repose depuis ce temps-là au grenier de la plus ancienne synagogue de Prague, ressuscite tous les 30 ans et revient parmi les vivants. On l'a cherché en vain dans le grenier de la synagogue, mais cela ne change rien au fait que ce personnage légendaire reste étonnamment vivace. Rendu à la vie maintes fois par des écrivains et des cinéastes, il a été ressuscité aussi par Gustav Meyrink dans son roman, et il figure également, avec sa légende et son créateur kabbaliste, dans le livre de Dan Hruby comme un symbole, comme une personnification des mystères du ghetto juif de Prague. Roman noir, traduit par Barbara Faure et publié aux éditions Agulo, Près du mur au nord de Petra Klábouchová est le titre du livre tchèque qui a remporté le prix littéraire 2026 des ambassades francophones de Prague. Guillaume Narguet. C'est un livre inspiré de faits historiques réels. Près du mur nord est l'endroit où se trouvent les fosses communes du cimetière de Diablece. C'est une partie du cimetière dont l'accès était interdit. On n'y déversait que les déchets du cimetière et sous le régime communiste, on y jetait dans des fosses communes, car enterrer n'est certainement pas le mot juste, les victimes torturées, exécutées, y compris les femmes qui étaient emprisonnées à la prison de Pankrácz et leurs enfants souvent nouveau-nés, qui d'après les pierres tombales ne vivaient généralement qu'1 ou 2 jours et dont le régime se servait soit pour faire chanter ces femmes pour qu'elles signent ce dont il avait besoin, soit les laisser mourir de leur propre chef sans le moindre soin. A nebo je nechával samovolně umírat bez péče, bez léku. Nikdo se již neomlouval a ona už ani neví. Já pocházím ze Šumavy, což je místo, které leží vlastně na trojí hranici mezi Rakouskem, Německem a Čechami. Originaire de la Šumava, massif de moyenne montagne du sud de la Bohême, à cheval entre l'actuelle République tchèque, l'Allemagne et l'Autriche, Petra Klábouchová est ravie d'entendre un extrait de la traduction de son livre en français lors de la cérémonie. A grandi dans une région où les frontières, en raison du voisinage avec l'Europe de l'Ouest, faisaient l'objet de la plus grande surveillance dans l'ancienne Tchécoslovaquie. Et comme l'écrivaine l'explique elle-même, ce sont davantage les petites histoires, souvent épouvantables, dit-elle, de la grande histoire, plutôt que des contes de fées qu'enfant elle a entendu raconter. De ses origines à proximité de ce rideau de fer que seuls quelques âmes téméraires ont réussi à franchir au péril de leur vie, Petra Klábouchová puise aujourd'hui une grande partie de son inspiration. Et ce, même si c'est donc un cimetière de Prague, ville où elle vit désormais, qui sert de cadre à son premier roman traduit en français, comme l'explique Sarah Vybíralova, responsable de la promotion de la littérature tchèque dans l'espace francophone au Centre littéraire tchèque. C'est un roman tiré des faits réels, un roman histoire, en même temps un polar. Donc c'est une mélange intéressante d'une écriture assez accessible, captivante, et d'une histoire extrêmement sombre et vraie. Et aussi, comme l'a souligné plusieurs fois l'autrice pendant cette soirée, une histoire qui était censée être oubliée. De quelle histoire s'agit-il exactement, là aussi, en quelques mots? Alors, ça se passe à Prague, dans un cimetière effectivement qui est bien connu, le cimetière de Diablece, et dans une zone qui était interdite, oubliée de ce cimetière. C'était une zone de cimetière qui était interdite puisque c'était là-bas que les enfants victimes, des enfants tués étaient enterrés. Il s'agissait des bébés, des mères incarcérées, des mères prisonnières politiques. Et c'était quelque chose justement que le régime voulait cacher. L'autobus était plein de visages ensommeillés. Elle avait du mal à marcher. La fièvre la tenaillait et elle manquait de force. Le ventre douloureux, plein de cette eau qu'on lui avait déjà plusieurs fois retirée, donnait à son visage une expression de Jésus crucifié. Ambassadeur de France à Prague, Stefan Krouza, qui suit des cours hebdomadaires de tchèque, une langue dont il affirme comprendre toujours un peu plus.
Stefan Krouza, donc, a lui aussi beaucoup apprécié ce roman. Un ouvrage qui lui a permis de découvrir tout à la fois une auteure tchèque contemporaine et une page de l'histoire d'un pays où la littérature a toujours occupé une place prépondérante et où il exerce ses fonctions de diplomate. Les autres inspectaient avec implication leurs chaussures. J'ai en effet lu ce livre, j'ai également lu les 4 autres d'ailleurs, donc mon choix a été raisonné. Et incontestablement, c'est celui-là que j'ai préféré de Petra Klamokova, parce qu'il raconte de manière très prenante et très angoissante, il faut bien le dire, l'histoire vraie de personnes qui ont souffert sous le joug communiste dans les années 50, avec des histoires absolument invraisemblables et extrêmement douloureuses. De trahison, d'espoir, totalement déçu, de tentatives de quitter le pays et tout ça réuni avec une idée dramatique qui était assez astucieuse en fait pour pouvoir réunir toutes ces histoires qui sont tirées de témoignages réels. Et voilà, et c'était un livre aussi très bien traduit que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire et donc je suis très heureux qu'il ait gagné le prix. Un prix dont Stefan Krouza, pour qui Milan Kundera et Václav Havel sont les auteurs tchèques préférés, justifie le bien fondé. D'abord pour s'intéresser à la littérature tchèque, c'est une merveilleuse façon pour nous de nous y intéresser, de pouvoir lire des livres qui nous sont proposés par Tchèque-Lit, et aussi de montrer aux Tchèques l'intérêt qu'il y a à publier dans une autre langue, et cette langue c'est le français. C'est une manière de réunir les ambassadeurs de la francophonie autour d'un projet commun. Et ça permet d'encourager ces échanges intellectuels entre les pays de la francophonie et la République tchèque. Le bus continua à tressauter sur l'asphalte fissuré. À tout instant, quelqu'un la bousculait. Il rentrait brutalement dedans, jusqu'à la faire gémir de douleur. Personne ne s'excusait plus, et elle ne les remarquait même pas. La fièvre lui éteignait peu à peu tous les sens. C'est la fin de ce programme préparé pour vous par la rédaction francophone de Radio Prague International. Il vous a été présenté par Magdalena Hrozinkova, réalisation Dagmar Hlídková. Merci de votre attention et de votre fidélité. L'actualité tchèque en français, ça continue sur notre site français.radio.cz et sur les réseaux sociaux. Portez-vous bien, à demain, naslyšenou.